famille possède une petite maison de vacances isolée, perdue dans les montagnes du Colorado. Mes parents l'avaient achetée des années plus tôt, principalement pour le ski. Elle était déjà vieille à l'époque, marquée par le temps, mais elle faisait partie de notre histoire familiale. Un hiver, alors que j'étais enfant, nous nous y sommes rendus pendant une violente tempête de neige. Le blizzard était impressionnant, et comme toujours, mon frère et moi avons voulu sortir jouer. Le terrain autour de la maison était immense, entouré de bois dans toutes les directions, avec une route sans issue qui descendait vers d'autres propriétés presque toujours désertes. C'était l'endroit parfait pour inventer des jeux. Ce jour-là, nous avions créé notre propre bataille de boules de neige, avec des forts et un objectif à voler chez l'autre. Mon frère est parti installer sa base sur le terrain voisin, comme on le faisait souvent. Il devait ensuite revenir et siffler pour signaler le début du jeu. J'ai attendu. Longtemps. Trop longtemps. Ne voyant rien venir, j'ai décidé de le rejoindre. Traverser les bois en pleine tempête me terrifiait, alors j'ai emprunté la route. La neige me fouettait le visage, mais je n'avais pas froid, trop concentré sur l'idée de retrouver mon frère. En arrivant près de la maison voisine, je n'ai vu personne. Son fort était là, mais lui, introuvable. C'est à ce moment qu'une voix de femme m'a interpellé depuis la porte d'entrée. Elle m'a demandé si je cherchais mon frère, puis m'a assuré qu'il n'était pas là. En m'approchant, quelque chose m'a glacé le sang. À une fenêtre à l'étage, j'ai aperçu une silhouette qui m'observait, le visage à moitié caché. J'ai aussi remarqué des traces de pas supplémentaires menant jusqu'à la porte. La femme me souriait. Un sourire étrange, malsain. Elle m'a fait signe d'entrer pour me mettre à l'abri du froid. Instinctivement, j'ai crié le nom de mon frère. Son sourire a disparu immédiatement. J'ai alors compris que les empreintes n'étaient pas les siennes. Elles faisaient demi-tour vers les bois. À l'intérieur de la maison, j'ai entendu de lourds pas, comme quelqu'un descendant l'escalier. Je me suis mis à courir. Derrière moi, la femme criait quelque chose que je ne comprenais pas. En fuyant, j'ai entendu le sifflement familier de mon père, celui qu'il utilisait pour nous rappeler à la maison. Quand je suis arrivé, mon père et mon frère étaient déjà là. Mon frère était en larmes. Il m'a dit que des gens dans cette maison avaient aussi essayé de le faire entrer. Mon père est descendu vérifier, mais la porte était verrouillée et personne ne répondait. Les voisins ont confirmé que les propriétaires n'étaient pas présents ce week-end-là. La police a été appelée. La maison a été fouillée. Rien n'a jamais été trouvé. Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais joué près de cette maison. Et encore aujourd'hui, je remercie le ciel de ne jamais y être entré. Je skie depuis aussi loin que je me souvienne. Mes parents faisaient du ski en compétition, c'est même ainsi qu'ils se sont rencontrés. Pour eux, il était essentiel que mes frères et sœurs et moi apprenions très tôt. Des années plus tard, alors que j'étais étudiant, cette passion allait presque me coûter très cher. Lors d'un séjour de ski dans le Vermont avec 3 amis, nous passions l'un de ces week-ends parfaits. Longue descente, défi entre nous, fatigue agréable en fin de journée. La station était immense, et malgré 2 jours entiers sur les pistes, nous avions l'impression de n'en avoir vu qu'une partie. En fin d'après-midi, alors qu'il nous restait peu de temps avant la fermeture des remontées, 2 jeunes femmes sont venues nous aborder au sommet d'un télésiège. Elles semblaient à l'aise, amicales, et cherchaient clairement de la compagnie. La discussion s'est engagée naturellement. Ski, matériel, plaisanterie, alcool. Elles ont même sorti une bouteille et nous ont défiés de boire avec elles. Quelque chose me dérangeait, sans que je sache expliquer quoi. Pourtant, l'ambiance restait légère, et personne ne semblait inquiet. Elles nous ont alors parlé d'un itinéraire peu connu, un passage à travers la forêt, rarement ouvert, réservé aux skieurs expérimentés. Nous adorions ce genre de piste. Pour y accéder, il a fallu marcher légèrement en montée, dans une zone déserte de la montagne. Là encore, une alarme s'est allumée dans ma tête, mais je l'ai ignorée. La descente était courte.
En bas, nous étions encerclés par la forêt. Aucune remontée, aucun autre skieur. Puis tout a basculé. Mes amis ont commencé à s'effondrer dans la neige, l'un après l'autre, inconscients. Les filles riaient, puis ont prétendu ne pas comprendre ce qui se passait. J'ai senti ma tête tourner, mon corps devenir lourd, mais je ne me suis pas évanoui. J'ai compris que nous avions été drogués et que le fait de ne pas avoir vraiment bu m'avait sauvé. Leur attitude a changé. Plus de sourire, juste de l'impatience. Elles sont parties en emportant les skis de mes amis. Malgré la panique et la difficulté à bouger, j'ai réussi à les suivre à distance. La forêt a débouché sur une route, de l'autre côté de la montagne. Une camionnette était garée là. Des hommes en sont sortis. Ils semblaient les attendre. À cet instant, j'ai compris que nous étions en réel danger. J'ai fait demi-tour. J'ai retrouvé mes amis inconscients dans la neige. Nous avons attendu. Longtemps. Lorsqu'ils ont repris connaissance, la peur était encore là, glaciale. La police a été appelée. Une enquête a eu lieu. Personne n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui encore, nous ignorons ce qu'ils nous ont fait avaler, et surtout ce qu'ils comptaient faire de nous. Aussi étrange que cela puisse paraître, chaque hiver, mes amis Max, Lucas et moi avons une tradition. Nous allons marcher sur un lac entièrement gelé, à quelques villes de chez nous. Rien d'extravagant, juste le silence, la nuit, et cette sensation presque irréelle d'être seul au monde. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cet endroit. La neige étouffe tous les sons, la lumière se reflète sur la glace, et même après la tombée de la nuit, l'obscurité n'est jamais totale. Ce soir-là, il neigeait abondamment. Le froid durait depuis plusieurs jours, alors nous étions confiants. Le lac était solide. Max conduisait. Nous avons garé la voiture près d'un petit bosquet d'arbres et marché jusqu'à la rive. Il était tard, trop tard pour croiser qui que ce soit. Aucun animal, aucun bruit, rien d'autre que nous trois. Pour tester la glace, Max a lancé une pierre. Aucun craquement. Alors nous avons avancé, prudemment, jusqu'à nous retrouver loin du bord, entourés de vide et de silence. C'est là que je l'ai vu. De l'autre côté du lac, près des arbres, une masse sombre se déplaçait lentement. Elle était grande, voûtée, presque animale. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis Lucas a murmuré ce que nous pensions tous. C'est un ours ? Mais quelque chose clochait. La silhouette avançait trop droite, trop lentement. Et surtout, elle semblait traîner quelque chose derrière elle. Quand elle s'est redressée, la vérité nous a frappés de plein fouet. Ce n'était pas un ours, c'était un homme. Un homme portant un costume d'ours. Attaché à une corde, il tirait un petit sac noir, sombre, qui glissait sur la neige. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. Mon instinct me hurlait de partir, mais aucun de nous ne bougeait. Nous étions figés, incapables de détourner le regard. L'homme s'est arrêté sur la glace. Il a retiré le costume. Puis il s'est agenouillé. Et il a commencé à frapper la glace avec une pierre. Encore. Et encore. Chaque coup résonnait dans le silence. J'aurais juré sentir la vibration sous mes pieds. Il essayait clairement de briser la glace, pour y faire disparaître ce qu'il y avait dans ce sac. C'est Lucas qui a réagi le premier. Sans un mot, il a commencé à reculer. Max l'a suivi. Je les ai imités, lentement, en retenant mon souffle. Chaque pas semblait assourdissant. Puis une voix a retenti derrière nous. Hey. Je ne me suis pas retourné. J'ai couru. Le froid me brûlait les poumons. Je ne savais pas s'il nous suivait, ni même s'il était armé. Nous avons atteint la rive, regagné la voiture, et Max a démarré sans dire un mot. Sur le trajet du retour, personne n'a trouvé d'explication rationnelle. Des semaines plus tard, un reportage a évoqué la disparition d'un enfant dans notre région. La date correspondait presque exactement à cette nuit-là. Je ne dis pas que c'est lié, mais depuis ce soir sur le lac gelé,
une question me hante encore. Qu'essayait-il vraiment de faire disparaître sous la glace ?